Bienvenue Marie-Paul. Bien, c'est l'heure à la vôtre. Donc, je vous propose de commencer cette conférence ce soir. J'ai l'immense plaisir d'accueillir Karine Martin, chers amis du Tao et du yoga. Karine, dont j'ai fait la connaissance au grand congrès de l'Union européenne de yoga. Bienvenue pour donc cette conférence en ligne de l'UEYOGA. Je vais directement sur le grec, ensuite sur l'association de Karine, et puis sur le parcours de Karine avant de lui céder la parole. Maintenant, Excuse-moi, je pense que tu as des problèmes de micro, c'est vrai, on Mitsuko. n'entend pas? Oui, oui, là on entend très mal, c'est comme si c'était couvert. Pardon. Ah Alors, je voilà, monte le son. Est-ce là ça que va vous mieux. m'entendez mieux? C'est vrai? Enfin, en tout cas, de mon côté, ça va mieux. Oui. Oui, vous m'entendez tous, j'espère? C'est mieux maintenant. Entendu. Alors, bon, j'espère que vous avez entendu mes premiers mots, désolée. Je vous souhaite la cordiale bienvenue à toutes et à tous, amis du Tao et du yoga. Et j'ai grand plaisir ce soir à pouvoir introduire Karine Martin, dont j'ai fait la connaissance au dernier congrès de l'Union européenne de yoga. Je vais dire quelques mots sur l'UEY, ensuite sur l'association de Karine, puis son parcours avant de lui céder la parole sur Shanti selon les taoïstes. L'UEY a été fondée en 1971 par Gérard Blitz et André van Lisbeth. Actuellement, l'Union européenne de yoga est composée de 24 fédérations nationales réparties dans 15 pays d'Europe. Elle définit les normes applicables aux formations de professeurs de yoga en Europe. Et c'est l'association professionnelle de yoga la plus expérimentée sur ce continent. Chaque année, l'UEY organise un congrès international de yoga à Zinal, en Suisse, chaque été. Cette année, ce sera du 16 au 21 août. Vous y êtes toutes et tous les bienvenus. Le thème du congrès 2026 sera Bhava et Rasa, les émotions dans le yoga. Actuellement, l'UEY lance une série d'événements gratuits en ligne sur les thèmes liés à la spiritualité. Vous avez la possibilité de faire un don à l'Union européenne de yoga. Toutes les infos sont disponibles sur son site internet. Les conférences, ateliers et méditations sont données par des professeurs de yoga, des chercheurs et des universitaires, comme Karine ce soir, de différentes fédérations membres de l'UE, Y ou amis de cette union. Notre invitée d'aujourd'hui, de ce soir, est donc Karine Martin de l'association France Tao, dont je vais vous dire à présent quelques mots. L'Association française de taoïsme a été créée il y a maintenant 25 ans, en 2001, par Karine Martin. Elle propose des transmissions du taoïsme sous différentes formes, conférences, stages, formations, publications. Toutes les informations, vous les retrouverez regroupées sur le site france-tao.com. Je vous donnerai les informations dans le chat. Laissez-moi à présent vous présenter Karine Martin en quelques mots. Elle possède une maîtrise en pharmacologie expérimentale et clinique, est docteur en pharmacie, ainsi que docteur en études culturelles et religieuses. Spécialiste du taoïsme et de la culture traditionnelle chinoise, Karine a commencé sa carrière en tant que chercheuse en neurosciences à Londres, où elle s'est initiée à la méditation taoïste avec la British Taoist Association avant de partir vivre en Chine pendant 15 ans pour y étudier le taoïsme à plein temps dans les temples et montagnes sacrées de Chine. Elle possède, donc comme je le disais, un titre de docteur en études culturelles et religieuses de l'Université chinoise de Hong Kong. Ordonnée grand maître de rituels et taoïste consacrée, elle est revenue en Europe, en France, pour vivre et transmettre le cœur de cette voie spirituelle. Cette conférence étant enregistrée, je vous remercie par avance de couper vos micros respectifs. N'hésitez pas à utiliser le chat pour formuler les questions qui vous viendront peut-être. Un temps sera consacré pour info à la fin de la session pour des éventuelles questions-réponses. Je te cède maintenant la parole, chère Karine, pour ta conférence intitulée Shanti selon les taoïstes. Un grand merci d'avance.
Donc, merci beaucoup à la Fédération européenne de yoga pour cette invitation, j'en suis ravie. Et puis à Mitsuko qui a été son intermédiaire et qui m'a proposé de participer. En plus pour un thème aussi beau et précieux que la paix. Donc voilà, je suis très honorée et je vous remercie. Et je remercie aussi tous les participants de dédier leur soirée à cette conférence. Donc merci beaucoup pour votre présence. Donc le terme Shanti, donc bien évidemment, c'est pas moi qui vais vous faire une conférence sur le terme et la notion de Shanti dans l'hindouisme ou le bouddhisme, puisque c'est votre spécialité, hein, c'est vous qui en connaissez tous les tenants et les aboutissants. Mais le peu que j'en ai compris par rapport donc aux définitions que j'ai lues, c'est que voilà, c'était la notion donc de paix, d'apaisement, que ce soit intérieur ou extérieur, et que souvent c'était une expression ou un mantra qu'on pouvait utiliser pour saluer les gens, pour terminer aussi un cours de yoga, pour le commencer Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti 3 fois. Euh, donc, quand je me suis posé la question comment j'allais adapter ce thème euh, au contexte taoïste, ça a été une démarche très intéressante pour moi parce que c'est la première fois que je la faisais, hein. Et donc, je me suis dit, bon, qu'est-ce qui pourrait se rapprocher de cette notion-là pour nous dans le taoïsme? On parle bien évidemment de paix. On a un grand classique qui s'appelle le Taiping Jing, qui est donc le classique de la grande paix. Et ce classique qui a été écrit dans les années 500, hein, donc, ou même moins que ça, est très ancien. Et il nous parlait surtout d'une ère, en fait, d'une ère de chaos qui allait être, enfin, qui avait été précédée d'une ère de grande paix et qui allait donc être aussi à un moment donné suivie d'une ère de grande paix, tout comme on a dans l'hindouisme le Kali Yoga, hein, avec cette notion de phase et et de période en fait où le champ vibratoire de la Terre change, le champ vibratoire de l'humanité change et on se retrouve dans des périodes chaotiques où il y a moins d'éthique, il y a plus de guerre. Enfin bref, on perd cette ère de grande paix. Et donc ce livre, il indiquait des techniques et des outils pour revenir à cette ère de grande paix et puis aussi il indiquait que l'aspect le plus important et qui est donc central aussi dans toutes les branches du taoïsme, c'est de vivre en accord avec la nature, premièrement, et donc, et deuxièmement aussi d'établir de l'harmonie en soi. Donc il y a un travail externe qui est d'observer quelles sont les règles et les fondements de la nature et puis donc extérieur à nous. Et puis, il y a tout ce travail interne qui est d'harmoniser ces différentes parts qu'il y a en nous. Et lorsqu'il y a cette harmonie à la fois vers vers les événements extérieurs et vers ce qui se passe à l'intérieur de nous, on arrive à un état de paix que nous, on appelle dans le taoïsme Qingjing. Je vais vous les écrire d'ailleurs parce que c'est vrai que là, je viens d'utiliser deux termes qui ne sont pas forcément connus. Donc, j'avais typing, voilà le typing J, le classique de la grande paix. Et puis donc, on arrive à un état, quand on travaille à l'intérieur de nous, de Qingjing, de la clarté et de la quiétude ou de la paix. Et donc, je ne sais pas si ça se verra bien là, mais voilà, moi j'aime bien ma petite c'est pour ça que j'utilise pas vraiment les PowerPoint. Je préfère rester sur quelque chose de spontané. Donc, typing Jing, ici le classique donc de la grande P, ping étant le mot P, taille grande, Jing le classique, et puis Qing Jing qui est Qing Jing Jing. Vous voyez, j'en ai oublié une partie qui est le classique de la clarté et de la quiétude et qui nous propose d'aller faire tout ce travail interne d'harmonisation, d'apaisement de clarification de nos états intérieurs. Donc, euh,
Donc voilà, donc cette notion d'être en accord avec la nature, euh, elle peut être abordée de plusieurs manières, c'est-à-dire il y a déjà avec la nature, avec les saisons. Et donc effectivement, ça va être en fait ne pas aller à l'encontre de ce qui se passe à l'extérieur. Donc quand il fait froid, ben justement, on va mettre en place des choses qui vont nous aider à maintenir de la chaleur en nous et on ne va pas aller à l'envers de ce qu'on devrait faire. Donc on a des actions à faire qui vont être en harmonie avec ce qui se passe à l'extérieur de nous. Donc quand il fait froid, on va se couvrir, on va manger des aliments beaucoup plus chauds. Ça va pas être le moment de se mettre en maillot de bain et d'aller se rouler dans la neige. Ça, c'est une façon d'aborder les choses. Et puis c'était basé aussi sur le fait que quand on cultive, ce terme cultiver, il est très important dans le taoïsme, aussi bien donc, quand on cultive la terre, si on n'est pas en accord avec les saisons, on ne va jamais obtenir de fruits. Et de la même façon, dans nos actions, si elles ne sont pas en accord et donc en harmonie avec ce qui devrait être fait, avec ce qui est nécessaire de faire à cet instant présent, on perd cette notion d'harmonie et donc on va se retrouver en difficulté ou en chaos et on va se retrouver dans une vie qui va être beaucoup plus chaotique. De la même façon que quand c'est la saison de planter, comme en ce moment, c'est le printemps, donc c'est là qu'on va semer nos graines. Si on ne les sème pas maintenant, arrivé l'été, on n'aura pas de légumes, on n'aura pas le résultat de notre, eh ben, de notre récolte, de ce qu'on a semé, parce qu'on dit toujours on récolte ce que l'on sème. Hein, voilà. Donc si on n'a pas semé, si on a semé les mauvaises graines, on ne va pas obtenir le résultat escompté. Donc nos actions doivent être capables de s'ajuster à ce qui se passe à l'extérieur. Donc là, c'est des exemples très basiques que je vous ai donnés sur la notion de cultiver la terre dans notre jardin, mais ça va être pareil dans la vie. Et donc, il faut être à l'écoute des cycles qu'on traverse et des cycles qui se présentent dans notre vie. Par exemple, une mère de famille ou un père de famille va bien se rendre compte que quand l'enfant est tout petit, c'est le moment où on va l'instruire, on va lui dire ne fais pas ci, ne fais pas ça, on va le surveiller euh, de façon très... On va le surveiller étroitement pour pas qu'il se blesse, pour pas que... et puis qu'il prenne des bonnes habitudes dès le début. Mais si on applique ça lorsqu'il commence à avoir 16 ans ou 17 ans, ça va pas du tout fonctionner. Parce que là, c'est plus du tout la bonne saison, c'est plus du tout la chose à faire. Donc, on est en désharmonie avec ce qu'on devrait faire. Voilà. Ça, c'est aussi un exemple très basique pour vous faire comprendre cette notion. Et du coup, quand on est en désharmonie, on n'est plus en paix. On n'est plus en paix avec soi-même et puis aussi avec les personnes. Par exemple, votre fils ou votre fille, elle va vous en vouloir. Va y avoir donc de la discorde dans la famille, de la même façon que lorsque, avec son conjoint, on est incapable de réaliser qu'en ce moment-là, il a juste besoin d'un peu de calme, il n'a pas envie de rentrer dans une longue conversation. Et si on n'est pas à l'écoute de ça, mais qu'on le force à parler alors que ce n'est pas le bon moment, on va être aussi dans un état de désharmonie par rapport à ce qu'on aurait dû faire, à l'action qui était propice, la meilleure action qui était propice à l'état présent. Et du coup, on ne va plus être en paix avec lui, ça va créer des tensions. Donc, cette notion d'être en harmonie, c'est ce qui conduit à la paix. Et enfin, c'est ce qui favorise la paix. Voilà. Donc vraiment, c'est pour ça qu'il y a toujours cette notion d'harmonie. Et il y a donc une phrase dans le taoïsme qui est très importante, qui est le Tianzhen Reyi. Donc ça veut dire, je vais vous l'écrire, je vous l'écris en pinyin, c'est-à-dire c'est pas des caractères chinois. Tianzhen Reyi, voilà. C'est du pinyin, donc c'est du caractère occidentalisé. Donc Tien, il est là. Il est là. Tiennent le ciel, l'harmonie, i ne font qu'un. Donc, tiens, j'ai oublié le gène. Voilà. Donc, hop, tiennent, gène, re, voilà. Donc, on la refait. Le ciel tienne, gène l'homme, l'harmonie, i unité. Donc, l'homme doit être en harmonie et ne faire qu'un, voilà, avec le ciel.
Donc, d'où cette notion des saisons et du jardinier qui va devoir voir le ciel. Quand c'est le ciel, c'est-à-dire les saisons, hein, voilà, ou alors il va falloir qu'il soit en harmonie pour que les bons légumes poussent. Donc, observer le ciel pour savoir quand est-ce que c'est le moment de moissonner, quand est-ce que c'est le moment de semer certains légumes. Et de la même façon dans notre vie, comme les exemples que je vous ai expliqués, c'est-à-dire cette notion de ciel, Tien Ryi, donc être en harmonie et en unité. L'homme doit être en harmonie avec le ciel, c'est aussi être en harmonie avec ce qui se passe autour et savoir choisir le bon moment ou les bonnes actions, et donc développer une capacité d'observation. Voilà, parce que si évidemment, comme les exemples que je vous ai présentés, si vous n'êtes pas capable d'observer que votre compagnon ou votre compagne, il vient juste de rentrer du travail, il a juste besoin d'être seul pendant 10 minutes, mais que vous venez et puis que vous commencez à parler beaucoup alors qu'il a juste besoin de calme, vous n'êtes plus en harmonie avec ce que vous auriez dû faire. Donc être à l'écoute et développer une capacité d'observation, c'est ce qui va favoriser la paix, c'est ce qui va éviter le chaos autour de nous. Voilà. Donc, favoriser l'observation, c'est un point très important pour obtenir ou maintenir la paix. Hein. Et donc, cette notion de ciel, c'est l'état, en fait, c'est l'état actuel des choses. Voilà. Être en harmonie avec l'état actuel des choses. C'est pour ça que dans le taoïsme, on dit souvent aller, go with the flow, aller dans le sens des choses. Et donc, c'est pas forcément cette notion de complètement laisser faire ou d'être une amibe, voilà, qui se laisse porter par le courant. Pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. On n'est pas du tout une amibe qui se laisse porter par le courant. Je la fais bien, l'amibe qui se laisse porter par le courant. Voilà, on n'est pas, on n'est pas du tout comme ça. Et donc, en fait, c'est justement être à l'écoute de la situation actuelle et aller dans le sens de la situation actuelle. S'adapter, voilà. Au lieu de s'opposer, on s'adapte. Voilà. Et donc, et c'est ce qui maintient ou crée la paix autour de nous. Donc, s'adapter à la situation. Cette notion d'adaptation au changement et d'être à l'écoute du changement, elle favorise le maintien ou la mise en place de paix, d'apaisement. Donc voilà un point très important. Voilà, donc, et cette capacité d'observation, elle va venir d'où? Parce que finalement, on peut se rendre compte qu'on a des opinions ou des analyses qui sont parfois, ou voire même souvent, biaisées et qui ne sont pas justes. On a des défauts d'analyse, c'est-à-dire qu'on a pensé que, et puis en fait, non, pas du tout, c'était pas ça. Donc comment on va développer ça, cette capacité d'observation pour voir les choses telles qu'elles sont et savoir quel est l'état actuel de la situation? Eh bien, ça va être par les techniques de méditation. Les techniques de méditation sont donc des outils formidables pour nourrir la paix. Alors, non seulement nourrir la paix à l'extérieur de nous, mais nourrir la paix à l'intérieur de nous. Donc, à travers des techniques de méditation, on va développer une capacité d'observation qui va s'affiner, 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 devenir de plus en plus subtile. Donc, ça va se travailler, c'est-à-dire qu'il faut se mettre en place des pratiques régulières. Et plus on va travailler notre capacité d'observation, plus on va voir des choses en fait qu'on n'aurait pas pu voir. Ça développe notre acuité. C'est un peu comme si on travaillait nos yeux, travaillait nos yeux, travaillait nos yeux jusqu'à développer une grande capacité d'acuité où on est capable de voir très très loin et très très large. Alors qu'avant, on voyait tout à travers un petit cône. Voilà. Et donc ça va être en développant donc l'observateur intérieur, c'est-à-dire cette partie de nous qui va être capable de rester sereine et centrée et d'observer les choses sans les juger. Parce qu'à partir du moment où on juge quelque chose, donc pendant le processus de méditation, là je vous parle, à partir du moment où on juge quelque chose, on n'est plus dans l'observation,
On est dans l'action de juger et on est dans la dialectique du mental qui juge. Le mental, il s'est mis en action et il juge quelque chose. Et donc, d'être cet observateur neutre, des pensées qui défilent, des émotions qui défilent en nous. Donc, on s'assied au calme et puis on va se donner un certain temps où on va soit fermer les yeux complètement, soit les abaisser. Et puis, on va se dire, bon ben voilà, maintenant, je vais être l'observateur de mon monde intérieur. Et donc, dans ce monde intérieur, vous allez observer, comme dans le monde intérieur de tout le monde, je pense, beaucoup de pensées qui circulent. Voilà. Donc, les pensées circulent, elles circulent, elles circulent. Il y a des émotions, il va y avoir des sensations physiques. Voilà, va y avoir tout un ensemble de choses. Et la pratique consistera à ne pas s'engager avec ces choses-là, les laisser nous traverser. Voilà, tout comme les nuages traversent le ciel. Donc c'est cette pratique qui va développer notre acuité et aussi euh, qui va diminuer notre réactivité incontrôlée. Parce que justement, pendant la méditation, on va observer les choses qui nous traversent, mais on ne va pas réagir en disant « Ah non, mais je ne devrais pas avoir cette pensée-là. Ah non, non, mais il faut que j'arrête de penser à ça. » Non, on va laisser la pensée nous traverser. Donc du coup, on diminue et on apaise la paix. C'est là que la paix intérieure va s'installer. Petit à petit, elle va être nourrie aussi parce qu'on va diminuer notre réactivité incontrôlée. Vous savez, c'est ces espèces de sursauts qu'on n'arrive pas à contrôler. Et donc, c'est ce que ça va favoriser. Et lorsque l'on diminue notre réactivité incontrôlée, c'est un peu comme diminuer le feu sous la casserole. Hein. Donc, ça va plus être des grands bouillons. Vous voyez, quand l'eau a bouilli et puis que le feu il est toujours tout aussi fort, l'eau elle éclabousse un peu partout, elle peut même brûler autour de... Si on met la main un peu trop près, elle va nous brûler, etc. Donc, c'est pour ça que c'est important de développer cette capacité d'observation neutre. On est neutre, on observe, on ne réagit pas à ce qui nous traverse. Et alors, il y a une peur qui peut s'installer parce qu'on peut se dire, ah oui, non, mais si je développe ça, alors dans la vie, après, peut-être que je perdrai ma capacité à réagir aux choses, à être efficace. Mais non, pas du tout. Parce que, en fait, c'est pour ça que j'utilise le terme de réactivité non contrôlée. C'est-à-dire qu'après, dans la vie de tous les jours, il y aura quelque chose qui reste serein en toutes circonstances, qui observe et qui agit, mais de façon, on aime bien dire le mot parfait en tout cas, qui agit de façon harmonieuse et qui agit de la façon la plus juste par rapport à la situation, plutôt que d'être une réactivité incontrôlée. Vous savez, le coup de colère, le coup de déprime, le coup de, quand on élève la voix comme ça d'un coup, en fait, c'est même pas nous, on cherchait même pas à élever la voix, on voulait juste exprimer quelque chose, mais ça sort de nous comme un espèce de volcan en éruption. Donc ça sert à rien en fait. C'est pas ça aussi, c'est des comportements qui vont donc aller à l'encontre de vivre dans un environnement paisible et d'être dans la paix. Alors que quand on est capable de s'exprimer euh, de façon posée et sereine, bah, les relations sont d'autant plus apaisées. Donc voilà, donc ce travail de méditation et de développer l'observateur neutre. Donc comme je le rappelle, il suffit juste de laisser les pensées nous traverser, les émotions ou les sensations physiques et ne pas réagir. Ne pas réagir à ce qui nous traverse. Et ensuite, ça va s'immiscer, ça va aller nourrir notre vie quotidienne, cet état. Donc, voilà un des outils pour être dans la paix. Parce que ce qui va se passer, c'est que du coup, on sera beaucoup plus paisible, moins réactif de façon incontrôlée dans la vie de tous les jours. Donc,
notre environnement va devenir plus serein, on sera moins colérique, ou alors nos colères dureront beaucoup moins longtemps. On sera moins emporté. Vous savez le terme, je me suis emporté. Puis on regrette toujours en général. C'est-à-dire, si j'avais su, j'aurais pas dû m'emporter. Je le savais que ça servirait à rien, et pourtant, on se retrouve toujours dans la même situation à s'emporter. Donc, voilà, donc ça, c'est pas favorable à la paix familiale. Donc voilà, mais ce qui se passe aussi, c'est qu'en développant cet observateur intérieur et la méditation, on va aller redécouvrir une paix intérieure. Alors je pèse mes mots quand je dis redécouvrir, je vais pouvoir même dire se reconnecter à une paix intérieure, parce que dans le taoïsme et dans d'autres spiritualités, on part du principe qu'en fait, à l'intérieur de nous, c'est toujours en paix et serein. Il y a fondamentalement quelque chose en nous qui est toujours dans la sérénité et la paix. Mais ça va être certaines pensées qui viennent perturber cet état-là. Mais cette paix et cette sérénité intérieure est toujours présente. Et on dit, nous dans le taoïsme, Qingjing, la clarté et la quiétude est toujours présente, et c'est donc le terme que je vous avais marqué ici, le classique de la clarté et de la quiétude, Qing, Jing, Jing. Donc Qing, c'est la clarté, Jing, c'est le calme et la quiétude, la paix, et Jing, le classique. Donc c'est ce que nous explique ce classique-là. Il nous dit que le cœur est toujours en paix, serein et clair, mais que ce sont les pensées et les émotions qui viennent le perturber, et qui viennent perturber cette clarté et cette sérénité. Tout comme l'eau, elle est toujours claire, mais quand on vient la remuer, on fait remonter toute la vase, et puis ça perturbe sa clarté. Donc, euh, donc cette notion de clarté et de quiétude, d'apaisement, de paix, c'est un des points centraux de la pratique taoïste. Alors pourquoi et comment je me permets de dire ça? C'est quoi mes preuves? Mais c'est qu'en fait, ce classique de la clarté et de la quiétude, le Qing Jing Jing, c'est le texte central qui est récité tous les matins dans tous les temples taoïstes et dans le monde. Et il est récité ainsi depuis plus de 1400 ans. Donc ça nous prouve qu'il est central. Sinon, pourquoi perdre son temps à conserver ce texte et à le réciter sans discontinuité depuis plus de 1300-1400 ans dans tous les temples taoïstes? C'est parce que ces enseignements apportent quelque chose et donc il faut les étudier et en faire le cœur de notre pratique. Donc, qu'est-ce qui contient ce texte? Il contient en fait ce que je viens de vous décrire précédemment, c'est développer dans la méditation cette capacité d'observation de façon neutre, de laisser les pensées nous traverser, et surtout il nous explique donc que le cœur et le mental, à la base, ils sont calmes et sereins, et ils aiment ça, mais que c'est les pensées et les émotions qui viennent le perturber. Donc pourquoi? C'est la raison pour laquelle je dis qu'il y a en nous constamment une partie qui est toujours claire et sereine. Alors c'est extrêmement encourageant, parce que quand on est au milieu du chaos et qu'on a l'impression qu'il va nous falloir plein d'efforts pour retrouver la paix et la sérénité, en fait non, il suffit juste d'un petit retournement. D'un seul coup, hop, se rappeler juste qu'en fait, à l'intérieur de nous, quelle que soit la situation, il y a une partie de nous qui est claire et sereine et s'y reconnecter. Et d'un seul coup, il y a une paix
qui va nous entourer. Voilà, il y a la paix et le calme qui va s'installer en nous. Alors comment on pourrait la décrire? Il y a mille et une façons de décrire cette notion de paix et de sérénité et de clarté. Pourquoi je dis qu'elle est toujours en nous? Parce qu'on pourrait se dire que par exemple, c'est l'écran blanc du cinéma. Vous voyez, quand vous allez au cinéma et que le film est projeté, il y a cet écran blanc imperturbable, toujours propre, il est blanc, euh, il ne bouge pas, immobile, donc il est paisible, hein. Et en fait, tout le chaos, c'est les projections. C'est les projections des images, c'est les projections des sons, c'est des mouvements qui sont faits dessus. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que ça n'influence pas cet écran blanc, hein. Ça ne va pas le tâcher. Quand le film est terminé, on retrouve l'écran immaculé. Ça n'a eu strictement aucune influence sur lui. Donc il y a une partie de nous qui est cette pureté et cette sérénité. Et donc il faut s'y reconnecter. Et je trouve que c'est très intéressant cette approche parce que, et c'est très encourageant aussi pour les personnes, par exemple, qui ont vécu beaucoup de traumas, que ce soit des traumas émotionnels, psychiques, spirituels, enfin des personnes traumatisées et qui voient une liste de traumas qui leur sont arrivés dans la vie. Et donc elles sont euh, complètement envahies de toutes ces émotions liées à leur trauma. Donc bien évidemment, d'un côté, il y a tout ce travail qu'on va faire avec un psychologue ou un psychiatre, etc., ou d'autres outils qui vont permettre de décomposer et d'aller comprendre la nature des traumas, la nature des réactions quand on est traumatique. Donc il y a cette voie-là. Et puis en parallèle, ce qu'on peut essayer de garder en tête, c'est que bien que vous ayez l'impression d'être complètement cassé et brisé par les événements que la vie vous a infligés, à l'intérieur de vous, il y a une partie intacte. Il y a une partie qui n'a pas du tout été touchée et abîmée par les émotions que vous avez traversées et les traumatismes que vous avez vécus. Et ça, je trouve que c'est magnifique parce que donc, si vous faites ce travail de vous reconnecter à cette partie-là, ben, d'un seul coup, les choses vont aller de mieux en mieux. Donc, cette notion de savoir qu'il y a en nous quelque chose qui est toujours en paix, inaltérable, une paix inaltérable, très important ce mot-là, hein. C'est-à-dire qu'elle est perpétuelle et inaltérable. Et donc, à travers différents outils, on va essayer de se reconnecter à elle. Et donc, on va s'y reconnecter par voilà, la méditation, les pratiques respiratoires, des mouvements pratiqués en conscience, comme ce qu'on appelle le Qigong, ce qu'on appelle également du Daoyin, qui sont des étirements très doux, qui ne sont pas sans rappeler justement le yoga, hein. On a des mouvements aussi, on appelle ça le yoga taoïste. Voilà, on a aussi des formes de yoga. Et ça, c'est des outils qui vont nous aider à aller se reconnecter à cette part de nous-mêmes, parce que c'est un petit peu comme si on avait notre regard, hein, il était constamment tourné vers les émotions qu'on traverse et nos traumas et nos difficultés, et on a le regard focalisé dessus. Et à travers les pratiques corporelles, du souffle, de méditation, on aide ce regard à se décrocher, à se détacher de cet angle qui regarde tout le temps à droite, par exemple, et de le faire délicatement, se tourner vers la partie qui n'a pas été abîmée de nous, qui est la partie essentielle en fait.
Et donc, si on arrive comme ça à changer la direction du regard, on réalise qu'à l'intérieur de nous, il y a cette paix inaltérable. Alors, si après on veut utiliser des termes beaucoup plus techniques, parce qu'on a évidemment tout un vocabulaire magnifique, très poétique dans le taoïsme, on va dire que cette part de nous qui est donc inaltérable et toujours paisible et sereine, on appelle ça le cinabre. On appelle ça aussi le cinabre d'or, Jingdan en chinois, le Dan, on appelle ça, donc il y a plein de termes pour décrire ce qu'on cherche à travers notre pratique. Et le but ultime, c'est effectivement de se reconnecter à cette énergie et cette partie de nous qui est donc en paix constamment. Hein. Et donc, il y a tout un processus alchimique qu'on va décrire. Et cette partie de nous, ou ce chant, ou ce cinabre d'or, euh, on a aussi un autre terme et on appelle ça la personne véritable. Jianren en chinois. Donc, Jen, ça veut dire véritable. Ren, ici, c'est l'homme ou ou la femme, hein, mais l'humain, la personne véritable. Donc, on veut se reconnecter à notre partie véritable, Jen. Alors pourquoi? Parce qu'on estime que c'est elle qui donc contient la paix. Non, elle ne contient pas la paix, elle émane la paix constamment. Elle est source de paix. Voilà. Shanti, shanti, om shanti, om shanti, om shanti. Voilà. Donc on a ce Genren, cette personne véritable à l'intérieur de nous. Et c'est cette part de nous donc qui est voilà, inaltérable. Hein. Certains peuvent l'appeler l'âme, on peut aussi lui donner ce terme-là, se reconnecter à notre âme. Et quelle est l'autre part? Parce que si on dit qu'il y a une partie inaltérable et qui s'appelle la partie véritable, ça veut dire qu'il y a une partie, on ne va pas dire le mot faux, ça ne veut pas dire qu'il y a une partie fausse, mais il y a une partie conditionnée. Donc on a en nous deux grands éléments, la partie véritable et la partie conditionnée. Voilà. Et le yin et le yang. Parce qu'évidemment, on ne va pas faire une conférence sur le taoïsme sans, à un moment donné, parler du yin et du yang. Cette notion de dualité. Et donc, la partie véritable, on va dire qu'elle est représentée par le yang et la partie conditionnée, le yin. Alors, pourquoi on dit conditionné? Parce que les textes nous disent qu'en fait, il y a une partie de nous qui est conditionnée, qui est continuellement réactive, en réactivité par rapport au monde extérieur et par rapport aux émotions et aux pensées. Et c'est également cette partie de nous qui, depuis l'enfance, a été conditionnée à fonctionner d'une certaine façon. Il y a des habitudes qui se sont mises en place. Voilà. Donc, elle est figée dans des habitudes. Elle est figée dans des conditionnements. Elle est figée dans des émotions. Je suis toujours enfin, je me retrouve toujours en colère pour telle ou telle chose. Elle est figée dans des formes de comportement. Donc, c'est cette partie conditionnée. Donc, c'est la partie yin. Et puis de l'autre côté, on a cette partie véritable qui est toujours en paix. Alors, bien évidemment, c'est pour ne pas se retrouver en état de guerre interne.
Parce que si on parle de paix, il y a le mot guerre qui vient. Et c'est là qu'il va falloir, une fois qu'on a, à travers notre observation, réalisé à l'intérieur de nous qu'il y avait ces deux parts, une partie conditionnée, une partie sereine, c'est de ne pas les opposer, hein. On ne va pas créer une guerre interne entre toutes les parties qui sont à l'intérieur de nous. Donc on va transcender tout ça. Et c'est là que le yin et le yang vont s'accoupler, se rassembler pour créer, pour donner naissance à quelque chose qui transcende tout ça, qui est l'unité. Alors là, on est dans là c'est au-delà de la paix, enfin c'est la paix transcendante, hein. Et là, c'est quoi? C'est la non-dualité. Donc on part de la dualité où on découvre qu'à l'intérieur de nous, il y a deux parts. Une part tout le temps en réactivité avec des émotions, des habitudes, des conditionnements. Une part qui est bien, qui est toujours en paix, sereine. C'est un peu comme s'il y avait le personnage On a un personnage, on joue un personnage en fait. Mais en fait, au-delà du personnage, il y a quelque chose en nous qui est beaucoup plus véritable que le personnage. Et puis une fois que les deux s'assemblent, et là, on transcende tout ça et on va au-delà de la dualité, et donc dans la non-dualité qui est la grande paix. Euh, donc l'unité, voilà, et Tianzhen Reyi, on revient à notre première phrase, l'homme et le ciel ne font qu'un, Reyi, cette harmonie, cette unité harmonieuse de grande paix. Donc voilà tout ce processus alchimique qui peut se produire à l'intérieur de nous. Donc je ne sais pas quelle heure il est. Ah ouais, ça va, on a encore le temps de discuter. Donc voilà, donc juste pour résumer ce que je viens de présenter sur ce terme de paix, là. Donc on a vu premièrement qu'il y a ce travail à faire sur la paix extérieure, être en paix avec nos collègues de travail, nos membres de famille. Et ça va pouvoir se mettre en place en travaillant notre capacité d'observation et d'agir ou de parler euh, de façon juste, ajustée à la situation. Donc si c'est ajusté à la situation, on est alors en harmonie avec la situation et du coup, ça apaise les choses. Donc j'ai pris l'exemple, voilà, d'être voilà, autant c'est important de contrôler son petit bébé, ses enfants quand ils ont 4-5 ans, autant quand ils ont 16 ans, il faut changer de mode de fonctionnement et il faut leur donner beaucoup plus de liberté. Ou quand on a notre compagnon ou notre compagne qui rentre du travail, on doit être capable de ressentir qu'elle a juste besoin de 10 minutes pour être seule et que ce n'est pas le moment de venir papoter avec elle. Et donc, voilà, c'est ce qui va contribuer à être en harmonie avec notre environnement. C'est être à l'écoute de ce qui se passe à l'extérieur de nous et faire les actions ou les paroles ajustées. Et puis ensuite, on a vu l'aspect, et que ça se travaillait grâce à la méditation qui allait nous aider à développer une capacité d'observation pour mieux comprendre les choses. Donc ça. Et puis après, on a parlé donc de la paix interne. Et cette paix interne aussi, de la même façon, elle va se travailler et elle va se développer grâce à notre capacité aussi d'observation à travers la méditation ou des outils tels que la respiration, le qigong, etc. Et donc, et on va, voilà, tout en sachant qu'il y a une partie de nous qui est constamment en paix et sereine par rapport à une partie conditionnée. Et une fois que les deux s'harmonisent et s'assemblent, on passe de la non-dualité, de la dualité
à la non-dualité qui est la paix ultime. Dada, voilà le grand Tao en fait. Donc dans le taoïsme, la notion de non-dualité, elle est très présente et c'est là qu'on dit qu'on a atteint le grand Tao. Et d'ailleurs, la phrase du Jing Jing Jing, donc ce classique, hein, on a pris l'exemple du classique de la clarté, de la quiétude ici, je l'ai à moitié effacé. Il nous dit d'ailleurs que, et alors on atteint le grand Tao, mais finalement il n'y a rien à atteindre. Voilà, donc voilà, on est bien dans les, on se retrouve un peu avec euh, comme de l'Advaita Vedanta hein, dans tout ça. Donc voilà pour cette notion de paix qui est, voilà, dans le taoïsme, c'est cette notion aussi donc d'harmonie. Et alors il y a un autre terme très important qu'on utilise beaucoup, qui est le terme de Wu Wei. Donc c'est traduit souvent par la spontanéité, la non-action. euh, voilà. Wu Wei. W-U-W-E-I, Wu Wei, hein, la non-action. Alors ça, c'est ce que j'essayais de dire avec une action ajustée. Ce terme Wu Wei, c'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'on n'agit pas, mais ça veut dire qu'on va agir de façon spontanée et complètement en adéquation avec la situation extérieure. Donc, ce qui va donc promouvoir la paix, bien évidemment, puisque c'est quand il y a de la désharmonie qu'il y a de la discorde et qu'on sort de la paix. Mais si on a des actions qui sont justes par rapport à une situation donnée, c'est ce qui génère la paix. Et donc, ce terme Wu Wei et cette notion d'action spontanée, c'est euh, une action qui émane non pas de notre part conditionnée, mais de notre part toujours en paix et sereine. Je dis qu'il y avait deux grandes parties en nous, le yin et le yang. Et donc, cette partie en nous, sereine et claire et calme et en paix, elle va émettre spontanément une action ou une parole. Et c'est sous cette spontanéité que cette action va donc être parfaite et ajustée. Pourquoi? Parce que elle va pas être biaisée par toute une réflexion analytique du mental qui a ses limites. Le mental est très limité dans sa compréhension des choses, alors qu'on a une partie de nous, cette partie en paix, qui, elle, a une compréhension beaucoup plus globale des choses. Et cette partie, on pourrait dire aussi que c'est notre intuition. Voilà. Donc, quand c'est notre intuition qui agit, elle va au-delà de ce qu'elle a vu ou de ce qu'elle a entendu ou de ce qu'elle a réfléchi ou du conditionnement ou des habitudes. Elle va vraiment agir de façon parfaite sur son environnement. Et donc, voilà. Et donc, il y a une phrase que les grands textes hein, utilisent souvent. Donc, bien évidemment, le mot bouée, on le retrouve dans... Il n'y a pas un seul texte taoïste qui n'a pas ce terme-là, à ma connaissance. Je ne les ai pas tous lus, mais enfin, voilà, ça fait vraiment partie du... Mais il y a une phrase qui va souvent avec Wu Wei, c'est cette phrase Dao Fa Ziran. Voilà. Dao, voilà, Dao. Le Tao suit ou suit les règles Ziran de la spontanéité. Voilà. Donc le Tao, qui est cette notion de non-dualité vers laquelle on tend,
qui est la source de toute chose, qui peut être aussi ce qu'on peut appeler en hindouisme Brahma. Euh, Ses caractéristiques, c'est donc d'être spontané. Et ce mot Zaran, spontanéité. Et donc une action spontanée, c'est une action de non-action, Wu Wei. Voilà, donc ces termes se retrouvent toujours ensemble. Et l'idée, c'est que lorsqu'on agit de cette façon-là, on favorise la paix autour de nous et en nous aussi. Donc voilà un mode d'action à, à réfléchir. Est-ce que, alors, est-ce que tu veux que je continue sur ce thème ou est-ce qu'il y a des thèmes que tu aimerais que j'aborde ou est-ce qu'il y a des questions, Mitsuko? Comment tu veux procéder? Merci, Karine. Oui, il y a à ce stade la question de Marie-Paul qui demande, tu m'entends bien, ça va? Oui, oui, très bien. Si tu pourrais communiquer, s'il te plaît, des éléments sur la technique de méditation taoïste. Oui, d'accord. Alors, c'est une très bonne question. Merci, Marie-Paul. Alors, déjà, il n'y a pas une méditation taoïste, mais il y a de nombreuses méditations taoïstes parce qu'il y a eu différentes écoles et différentes lignées et différentes époques. Donc, il y a certaines méditations qui sont développées dans certaines lignées et d'autres qui sont développées à certaines époques. Euh, mais si on voulait essayer de définir enfin, la méditation taoïste dans son ensemble, elle n'est jamais éloignée, elle a toujours en son centre Wu Wei, la non-action. Voilà. Donc, quelle que soit la technique de méditation qu'on pratique, on va toujours essayer de rechercher cet état de Wu Wei, c'est-à-dire qu'on va pas être énormément dans le faire ou on va être dans un faire très détaché. Donc je vais vous donner un exemple. Par exemple, on a la méditation de visualisation des différents organes auxquels on attribue des caractéristiques ou des couleurs. Donc c'est un travail de visualisation qu'on va faire, mais on va le faire de façon détachée et légère. Et c'est ça cette notion de Wu, c'est-à-dire qu'on ne va pas être dans une intention trop forte. Voilà. Il y a quelque chose de très léger. De la même de la même façon, les techniques respiratoires vont être beaucoup moins poussées que ce qu'on peut retrouver dans le pranayama. À chaque fois, les techniques, quelles qu'elles soient, elles essayent de rester naturelles. Et il y a quelque chose de... Parce que quand on réfléchit, le pranayama, quand on fait comme ça, c'est quelque chose qui est au-delà de ce qu'on ferait naturellement avec notre corps. Et donc, ça ne fait pas partie du Wu Wei. Donc, on n'a pas ces techniques-là, en fait, à ma connaissance, on n'a pas ces techniques-là dans le taoïsme. Alors, donc, il y a voilà, les techniques donc, de méditation avec visualisation qui appartiennent à une lignée qu'on appelle la lignée du classique de la cour jaune, avec de nombreuses visualisations. Et puis, on attribue à chaque organe des divinités, en fait. Donc, on dit il y a la divinité du foie, enfin, la divinité du poumon, etc. Et on les visualise. Donc ça, c'est une première forme de méditation taoïste. Et puis, on a la méditation très connue qui représente le plus cette notion de Wu Wei, c'est le Zhuo Wang. Alors Zuowang, Zhuo Wang. Voilà. Ici, hop, Zhuo Wang, qui veut littéralement dire
s'asseoir, zuo, ça veut dire s'asseoir, et wang, oublier. S'asseoir et oublier. Et donc cette technique, euh, on dit, le corps devient comme un tas de cendres. Voilà. Elle est extraite, c'est donc une des techniques les plus anciennes, et elle vient du fameux classique des philosophes taoïstes, Zhuangzi. Voilà. Et là, donc, c'est un livre et une technique qui a plus de 2500 ans, hein, Zhuangzi. Je vais vous l'écrire là. Voilà, Zhuangzi ici. Zhuangzi. Donc, vous pouvez le trouver dans toutes les bibliothèques, etc. Les philosophes taoïstes, je crois que ça s'appelle. Donc, il y a ce livre de Zhuangzi. Et il dit, effectivement, il raconte toute une histoire en fait, c'est plein de fables. C'est des anecdotes entre des personnages, un peu comme les fables de La Fontaine, sauf que c'est surtout avec des personnages. Et puis, il y a une personne qui dit, oh là là, mais maître, quand je suis rentrée dans la pièce, vous aviez l'air d'être mort, quoi. Enfin, vous bougiez pas, ni rien. Et donc, le maître explique, bah oui, j'étais en méditation et j'étais comme un morceau de bois brut ou comme un tas de cendres, parce que en fait, et je me suis oubliée moi-même. Zuo Wang, s'asseoir et s'oublier. Et donc, qu'est-ce qu'on oublie? On oublie la partie conditionnée. Et donc, il ne reste plus que cette partie spontanée qui, elle, n'interagit pas au niveau du mental, en fait. On n'a pas conscience d'être quand on est dans notre nature véritable. Donc voilà, donc ce Zuo Wang, s'asseoir et s'oublier, c'est un très très grand classique. C'est une méditation vraiment centrale. Et donc dans toutes les méditations taoïstes, quelles que soient les écoles, il y a toujours cette notion de s'asseoir et s'oublier. Donc c'est la technique vraiment. Et puis autour de ça, il y a un peu des techniques, mais il y a toujours ce flux-là de s'asseoir et, voilà, et s'oublier. Dans Zhuangzi. Voilà pour les méditations taoïstes. Après, il y a ça. Donc, il y a, on peut parler Karine, ensuite de... je t'interromps Oui. juste. Le dernier auteur dont tu as parlé, c'est bien celui qu'on appelle aussi Lao Tzu. C'est la question, Alors, non, nouvelle alors question c'est... de Marie-Paul, c'est vrai, Ah, non? merci beaucoup de faire préciser ça. En fait, Lao Tzu, donc Laoizi, je vais les écrire là, il est paru juste avant Zhuangzi. Donc, c'est deux grands philosophes taoïstes. Et donc, on a Lao Tzu. Là. Voilà, Laozi. Et puis, je crois que enfin, il y a plus de 2600 ans et il y a 2500 ans, enfin, quelques années après, il y a Zhuangzi. Donc, c'est deux grands philosophes. Lao Tzu, il a écrit donc le livre. Merci de me poser cette question parce qu'on ne pouvait pas non plus faire une conférence sans parler du Tao Te Ching, le livre de la voie et de la vertu, qui est le livre central du taoïsme et qui a été écrit donc par Lao Tzu. Je vais vous écrire le Tao Te Ching. Voilà. Voilà. Tao Te Ching. Et alors, on n'a aucune excuse pour ne pas le lire parce que c'est un tout petit livre de 81 poèmes. Donc voilà, il est très court, c'est 81 petits poèmes, mais il contient les principes centraux du taoïsme. Voilà. Et puis après, donc, on a Zhuangzi qui, lui, était un autre philosophe taoïste, mais qui a écrit un livre beaucoup plus épais, et puis qui est sous forme c'est pas des poèmes, c'est des paraboles, c'est des fables, il y a beaucoup d'humour, c'est des histoires, enfin voilà. Ce qui nous permet d'ailleurs de mieux comprendre, parce que Lao Tzu, le Tao Te Ching, c'est très hermétique, parce que faut aller deviner derrière les poèmes quel était vraiment le sens, alors que il va les mettre en scène, Zhuangzi. Finalement, il met les poèmes de Lao Tzu en scène avec des longues histoires, etc.
Et Lao Tzu, il nous parle aussi de méditation et puis il nous dit, par exemple, peux-tu revenir à l'état du bois brut avant qu'il ait été sculpté? Donc pourquoi? C'est-à-dire, peux-tu revenir à cet état donc naturel et de sérénité avant d'avoir été conditionné? C'est vrai. Il nous dit aussi, peux-tu revenir à l'état de l'enfant, du nourrisson? C'est-à-dire, peux-tu revenir à ton état d'innocence de l'enfant avant qu'il ait été conditionné aussi? Donc, il y a toutes ces images qui nous aident à mieux comprendre la méditation, c'est revenir à la simplicité aussi. Il nous parle beaucoup de simplicité, d'où une des caractéristiques des méditations taoïstes. Souvent, elles sont très simples et les pratiques aussi. Euh, Donc voilà, donc il y avait les méditations de visualisation, les méditations donc Zhuo Wang, s'asseoir et s'oublier, et puis on a aussi ce qu'on pourrait appeler des méditations en mouvement, hein. Et c'est là qu'on pourrait parler donc du Qigong, pour utiliser un terme moderne, des Daoyin, de ce fameux yoga taoïste, où on médite en bougeant. Voilà. Donc voilà pour les méditations oui, taoïstes. Après, on pourrait refaire toute une conférence sur les méditations taoïstes, mais là, on va rester simple et on va parler juste de ces trois types. Avez-vous des questions? Sinon, n'hésitez pas à prendre la parole si ça va pour toi, Karine. Oui, très bien. Moi, je me demandais simplement pour ouvrir peut-être ce temps de questions. En ces temps troublés, Karine, Oui. par rapport à la paix extérieure, est-ce que tu aurais des conseils à nous donner grâce au Tao? Si j'ai bien compris, euh, alors, si je reprends ce que tu disais au niveau intérieur, le monde serait harmonieux et en paix à l'origine. Et ce qu'il nous faut, c'est cultiver notre jardin, notre environnement à notre petit niveau et par cercle concentrique, finalement, on arriverait à un monde en paix. Est-ce que j'ai bien Alors, compris? magnifique, oui, tu as très bien résumé. Et puis surtout, ça me permet de parler de cette notion que dans le taoïsme, on parle d'un univers holographique. C'est-à-dire, et puis il y a un autre terme, ah voilà, qui est très important, microcosme et macrocosme. Et donc, effectivement, on dit que si tu veux la paix dans le monde, travaille la paix à l'intérieur de toi. Parce qu'à l'intérieur de toi, il y a le monde entier, en fait. Et donc, si tu mets de la paix en toi, ça va aider à diffuser cette énergie de paix à l'extérieur. Et le monde extérieur n'est qu'une réflexion de notre monde intérieur aussi, avec cette histoire de microcosme et macrocosme. On est un univers à nous seuls. Chacun de nous, on est un univers. Et donc, c'est pour ça que faire ce travail intérieur, c'est pas du tout euh, se dire ah ben, je m'en fous de l'extérieur, c'est pas ça. C'est que justement, en travaillant à l'intérieur de nous, ça va avoir un effet vibratoire et magique, holographique, euh, à l'extérieur aussi. Donc, et ça, par exemple, vous le savez, vous l'avez remarqué quand vous êtes en colère, même si c'est une colère renfermée, vous en parlez pas rien. À l'intérieur de vous, il y a une colère. Et puis vous rentrez dans un bus et d'un seul coup, vous voyez, et d'un seul coup, il y a la personne à côté de vous qui se met en colère. Et vous allez constater que dans la journée, vous rencontrez que des gens en colère. Vous voyez. Donc il y a cet effet, on appelle ça gain de résonance. Donc ce qu'on ressent à l'intérieur de nous va créer une résonance, un écho qui va se manifester à l'extérieur. Donc pour la paix, ce travail intérieur, il est très important. Et bien évidemment, ça va être en fonction des personnes. Il y en a des personnes qui vont être appelées à devenir des ambassadeurs de paix, qui vont aller dans les zones de guerre et puis qui vont mettre en place des formes de dialogue, etc. Et c'est très bien.
Mais si notre destin, il est de rester chez soi et de travailler la méditation, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas un effet sur le monde. On a un effet sur le monde. Et ça, je me souviens très bien, ça faisait très peu de temps que j'étais arrivée en Chine dans les temples. Et j'avais eu l'opportunité d'aller passer un peu de temps avec des ermites. Et il y avait cet ermite qui m'avait expliqué, donc ça faisait des années qu'il vivait seul dans la montagne. Et il m'avait très clairement dit, il m'avait dit, tu sais, c'est pas parce que je suis seul dans la montagne que j'ai pas un effet sur le monde. Parce qu'il m'avait dit justement, c'est en pratiquant et en développant une paix intérieure que j'aide le monde aussi. Parce que ça se diffuse en fait, vibratoirement, ça se diffuse. Et j'ai un effet sur le monde. Donc il y a ça, voilà. Ça, c'est lié à ce concept de microcosme et macrocosme. Ouais. Donc merci beaucoup, Mitsuko, d'avoir soulevé cette question. Et c'est très important, et tu as raison, surtout à l'époque actuelle. En ce moment, enfin, tu vois, cette conférence, elle tombe bien parce que, enfin, je sais pas, mais enfin, ce terme de paix, alors qu'actuellement, voilà, il y a des conflits un peu partout. Mais ce que j'aime à dire aussi, c'est qu'il y a toujours eu des conflits, en fait. Et je pense que c'est pour ça que ces enseignements, ils ont été créés, que ce soit les enseignements bouddhistes, taoïstes, hindouistes. C'est parce que même à leur époque, c'était du chaos, c'était des guerres, c'était des conflits. C'était des difficultés dans la vie. De dire qu'on vit une période plus difficile qu'avant, non, elle a juste une autre forme, mais ça fait partie du monde de la dualité. Il y a du yin, il y a du yang, donc il y a du chaos où qu'on se tourne. Il y a du chaos et il y a 2600 ans, Lao Tzu, il le disait, il parlait de guerre, etc. Donc voilà, donc notre travail à nous, c'est vraiment de cultiver cette paix intérieure. Et puis, dans le Tao Te Ching, il y a un chapitre qui nous dit très bien, euh, bah, cultive la paix à l'intérieur de toi, puis cultive-la dans ta famille, et ça va se diffuser dans dans ta rue, dans ton village, dans ton pays. Voilà. Mais ça part de soi. Ouais. Avez-vous des questions, chers amis? N'hésitez pas à prendre la parole si vous souhaitez intervenir et soumettre une question à Karine. Oui, avec grand plaisir. J'adore les questions, hein. Est-ce que est-ce qu'il y a des points qui vous ont interloqués ou tout était relativement clair? Ils sont rentrés dans une grande paix tous. En fait, C'est ça. c'est ça, la magie. Quand on parle de paix, les gens rentrent en paix et en fait, un esprit apaisé n'a plus de questions. Donc c'est formidable. Vous voyez, regardez, vous êtes tous apaisés. Ben là, on est en train de travailler pour la paix dans le monde. Vous voyez, Avons avec atteint cette paix intérieure. Et voilà, on est en train de diffuser plein de paix dans le monde entier. Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti. Tian Yuan Reyi. Oh, c'est formidable. la non-dualité, enfin trouvée Voilà, grâce à toi. oui. Unité, notion si chère aux yogis. Et oui, 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 c'est une belle, c'est magnifique, la non-dualité. Et c'est vrai que les gens ne pensent pas, enfin en tout cas dans le public général, que le grand public, il pense pas que dans le taoïsme, il y a la notion de dualité et de non-dualité, alors qu'en fait vraiment, elle est là. D'ailleurs, il y a aussi toute cette remise en question sur le langage. Et dans le premier chapitre du Tao Te Ching, ben, il commence en disant, la première phrase c'est Dao Ge Dao Fei Chang Dao Ming Ge Ming Fei Chang Mi, mais Dao Ge Dao Fei Chang Dao, ça veut dire le grand Tao qui peut être exprimé par la parole n'est pas le véritable Tao. Donc en fait,
ça nous plonge tout de suite dans cette notion que toute expression orale, hum, elle est aussi liée à une dialectique interne et donc elle va pas pouvoir nous exprimer. Donc elle est dans le monde de la dualité et elle ne peut donc pas exprimer réellement ce qu'est le grand Tao qui est lui. Oui, elle est dans le monde de la dualité. Elle appartient à la dualité et donc elle ne peut pas exprimer le grand Tao qui est lui, non de elle. Donc dès qu'il y a du langage, on est dans la dualité. Mm. La parole est d'argent, mais le silence est d'or, en quelque Oui, sorte. oui. Et d'ailleurs, il y a très peu de taoïstes bavards, hein. Moi, les enseignements que j'ai reçus, c'était par la non-parole, en fait. C'était en passant du temps auprès d'eux, mais jamais ils se seraient assis et puis me faire une conférence d'1 heure. C'était en observant leur comportement, en passant du temps avec eux. Mais oui, la notion d'être assis et de recevoir un enseignement comme ça, non, non. Et d'ailleurs, si vous, oui, bah oui, voilà, c'est ça. Mm. J'en prie, oui, tu voulais dire? Euh, oh, ben, je peux D'ailleurs, raconter une petite anecdote sur la parole, parce que là, je viens de parler pendant 1 heure, donc la remise en question de la parole. En fait, moi, quand je venais d'arriver dans le temple de mon maître, pendant des mois, il m'enseignait rien du tout, quoi. Et, euh, et je me disais, mais c'est pas possible, quoi. Enfin, et puis je me posais la question, j'étais là, est-ce qu'il m'enseigne quelque chose, mais je m'en rends pas compte, ou est-ce qu'il m'enseigne vraiment rien du tout? J'étais là, mais il m'enseigne rien, hein. Et puis on a été à un très grand rituel dans une autre province, il m'a emmené. Et donc on s'est retrouvé avec les plus grands maîtres de Chine dans une pièce en train de se boire un thé en dehors de toute conférence. Tu vois, les conférences étaient finies, c'était la fin de la journée. Et c'était leurs habitudes de se retrouver dans un petit coin et de partager du thé, puis de papoter. Et puis donc, il y a un des grands maîtres, le plus grand maître, qui se tourne vers moi et il me dit, alors, qu'est-ce qui t'enseigne ton maître? Et là, mon cerveau s'est figé parce que d'un côté, je ne pouvais pas manquer de respect à mon maître qui était assis à côté de moi et dire, bah, il m'enseigne rien. Mais de l'autre, je ne pouvais pas mentir non plus parce on prend les préceptes de ne pas mentir et puis surtout, bon, ça se fait pas. Enfin bref, face à un maître, tu sais qu'il saura que tu as menti. Donc, j'étais figée parce que je ne savais pas quoi répondre parce que j'étais assise, je dis, bah, il m'enseigne rien. C'est être, tu vois, non respectueuse de mon maître. Et puis, mais si je dis qu'il m'enseigne quelque chose, c'est mentir. Donc voilà, j'étais coincée. Donc, silence. Et puis là, il y a mon maître, j'entends la voix de mon maître. Il était enfin, il était pas très loin de moi. Du fond, il était un peu derrière, qui dit, je ne lui enseigne rien du tout. Et là, j'ai eu, il y a eu comme un soulagement parce que je me suis dit, donc je l'imaginais, donc c'était vrai, voilà, ce que je ressentais, il ne m'enseigne rien du tout. Et là, tu as le grand maître et tous les autres maîtres qui ont éclaté de rire et qui m'ont dit, eh ben, tu as beaucoup de chance, tu as un véritable maître car il t'enseigne le véritable Tao, car le Tao, justement, et c'est là qu'ils ont dit cette phrase, Dao que Dao Fei Chang Dao, le grand Tao ne s'exprime pas par la parole. Voilà, voilà l'anecdote. merci beaucoup. Nouvelle question de Marie-Paul. Y a-t-il un mantra de paix dans le taoïsme? Ah, alors c'est magnifique ça comme question. Euh, on a un chant de paix. Alors on a un mantra de paix qui me vient pas tout de suite là, mais on commence la cérémonie du matin par un chant. Et ce chant, il est justement pour apaiser toutes les énergies, purifier et clarifier toutes les énergies. Et donc apporter la paix. Et dans ce chant, il dit que l'écho des voix qui prient résonne dans la vallée, que je paraphrase hein, parce que je l'ai pas sous les yeux, mais et que le brouillard
s'écartent des vallées, que les rivières et les mers sont en paix. Et, et que tout ça appartient au grand mystère. Ouais. Donc on a un magnifique chant qui commence nos journées sur la paix. Ouais. J'espère que nous avons répondu à la... Tu as répondu à la question de Marie-Paul. Je ne la vois pas en train d'écrire dans le chat. Alors, moi, je rebondis par rapport aux émotions, Karine, qui sera une thématique que nous aurons lors de Oui. nos prochains congrès de l'Union européenne de yoga. Euh, Si j'ai bien compris, les pensées comme les émotions s'apparentent pour toi à des fluctuations du mental qu'il serait finalement bon d'observer, de laisser passer, mais en essayant d'arriver à finalement les apaiser. Elle aussi, y a-t-il de bonnes ou de mauvaises émotions Alors, merci beaucoup, selon c'est une l'état? très belle question. Alors, effectivement, en fait, tout est, parce qu'on n'a pas encore prononcé ce mot, mais on ne peut pas faire une conférence sur le taoïsme sans en parler, c'est le chi, l'énergie, QI, le chi. Et donc, pour les taoïstes, tout est chi, tout est énergie. Donc, que ce soit nos fluctuations mentales, nos émotions, euh, c'est une forme de chi. Le chi prend toutes les formes. Et on a du chi plus ou moins grossier ou plus ou moins subtil. Et donc, effectivement, les grosses émotions, on va considérer ça comme déjà une trop grosse quantité de chi et en plus du chi impur ou du chi euh, grossier. Et puis surtout, c'est s'il n'est pas en harmonie avec les autres chi. Voilà. Donc, si c'est en harmonie, ça va, mais quand il y a une désharmonie, qu'il y a une émotion qui prend le dessus sur les autres, c'est là qu'on tombe malade. Donc, par exemple, c'est normal dans la vie d'avoir un peu de tristesse, un peu de gaieté, un peu de colère. Bon, ben voilà. Et ça, c'est en harmonie, c'est dans une vie voilà, habituelle. Mais si d'un seul coup, tu as une colère qui persiste et qui est extrêmement violente et forte, c'est là qu'il y a un déséquilibre et que tu vas tomber malade. Et donc, les émotions sont à la fois une fluctuation du mental, mais elles sont aussi une émanation euh, d'une forme de chi en fonction des organes. Donc c'est là que chez les taoïstes, il y a une corrélation, on ne différencie pas le mental et le corps. Voilà. Le corps et le mental sont toujours liés, ou les émotions, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas voilà, l'esprit d'un côté et le corps de l'autre. Parce qu'en fait, tout est chi, aussi bien notre mental et notre esprit que le corps. Le corps, c'est une forme densifiée et matérialisée du chi, mais c'est aussi du chi. Et donc nos organes, pour prendre un exemple de la colère, pourquoi je parle de la colère? Parce qu'on est au printemps et donc cette corrélation entre la nature, les saisons, je vous ai parlé du timing, hein, des phases et du corps et de nos émotions, et du macrocosme et du microcosme, c'est que quand on est au printemps, il est dit dans les textes que ça peut activer le foie, notre organe du foie, et que cet organe du foie, il est le siège de l'émotion de la colère. Voilà. Et donc, quand on va vouloir travailler sur les émotions et les apaiser, hein, la notion de paix ici, interne, on va à la fois développer cette compréhension en observant et en travaillant par la méditation euh, cet état de l'observateur qui ne s'implique pas, mais on va aussi travailler sur l'organe. Et donc, on va travailler sur l'organe en question avec des mouvements spécifiques pour le foie, qui vont travailler le méridien du foie, avec une forme d'alimentation qui va nourrir l'énergie du foie et l'apaiser, euh, avec aussi des visualisations. Donc, le travail sur les émotions va passer aussi par le corps, par des mouvements, des visualisations. Ça va pas être seulement au niveau mental. Et oui, je voulais juste revenir sur la question de Marie-Paul sur un mantra pour la paix. C'est une excellente question et je reviendrai vers vous là-dessus. Enfin, je vais chercher. Je sais qu'il y en a un, mais
Oui, je le chercherai. C'est intéressant de l'avoir sous la main, surtout en ce moment. Donc, merci pour cette question du mantra pour la paix. Voilà, oui, donc les émotions, oui, ce travail, c'est à la fois une fluctuation du mental, mais aussi une fluctuation des énergies des organes. Ça peut être aussi, enfin, il y a 3 sources d'émotions. Donc, fluctuation du mental, l'état des organes, et puis aussi karmique. Mais en fait, c'est cet état, enfin, finalement, c'est, par exemple, si on était très colérique dans une vie précédente, on se retrouve colérique maintenant. Mais cette source karmique, elle va s'exprimer à travers, par exemple, des fluctuations du mental ou à travers un organe affaibli aussi. Mais c'est une des sources. Ce qui explique pourquoi des fois un enfant, il est né et puis il y a des enfants qui très jeunes, ont déjà comme des émotions très fortes qui sont ancrées en eux et on se demande pourquoi. Il y en a qui naissent en colère ou il y en a qui naissent tristes. Ouais. Y a-t-il une dernière question? Marie-Paul, peut-être? Si jamais vous voulez prendre la parole, j'active votre micro, je me permets. Oui, merci beaucoup de me permettre de poser cette question. Pouvez-vous rappeler le nom de l'ouvrage de ce philosophe dont vous avez parlé? Oui, donc j'ai parlé de Zhuangzi, Zhuangzi. Oui, Et en fait, il y a un livre qui regroupe les 3 grands philosophes, Lao Tzu, Zhuangzi et un autre qui s'appelle Li Tzu, et qui s'appelle ce livre. euh, Attendez, je vais vous le montrer, je l'ai là. Alors, c'est les philosophes taoïstes de chez Gallimard. d'accord. Et dedans, vous avez les 3 livres en un tome. Merci beaucoup. De rien. C'est de Rémi Mathieu, c'est la dernière traduction. Merci infiniment. De rien, merci beaucoup. Très bien. Alors, en parlant de livres, je vais mettre dans le chat le lien vers le dernier livre publié par Karine aux États-Unis, ainsi que, si tu me permets, ton adresse mail, Oui, Karine, oui. afin que vous puissiez envoyer vos questions si vous en aviez après cette conférence qui Oui, oui, vous êtes les arrive bienvenus. Mhm. maintenant lentement mais sûrement à son terme. Alors, ajouter à cela, si ce n'est Om Shanti Shanti Shanti. Oui, Om Shanti Shanti. Euh, vous aurez la possibilité de revoir cette conférence en différé, en replay. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, faire un don à l'Union européenne de yoga, comme dit précédemment. À vos agendas, la prochaine conférence en ligne de l'UEY aura lieu le samedi 28 mars prochain de 14 h à 15 h 30. N'hésitez pas à vous inscrire pour voir avec André Ril, président de la Fédération française des yogas traditionnels, la place des sentiments et émotions dans Nidra Yoga, conférences et exercices pratiques
en ligne. Je vous remercie d'avoir participé à cette conférence. Merci infiniment, Karine, pour Merci cette beaucoup, Matsoko, session et merci à tous d'avoir de qualité. participé et puis d'avoir posé des questions, et d'être présent. Voilà, votre présence était un véritable soutien. Merci beaucoup à tous. C'est vraiment Tsebe, très tsebe. Alors, on intéressant. a une expression, Ah, voilà. Donc, Om Shanti, 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 mais nous, dans le taoïsme, on dit tsebe. Et donc, tsebe, ce qui veut dire compassion, ben voilà, surtout compassion. Et ben, je pense que la compassion, c'est aussi une source de paix. Donc, voilà, on ne dit pas Om Shanti, 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 mais on dit compassion. Et je pense que c'est ce qui contribue aussi à maintenir et à nourrir la paix. Donc, tsebe, 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 et Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti à tous. Tsebe, tsebe, tsebe. c'est. Merci infiniment. Gentil. Merci à tous. Bonne soirée à tous. Voilà, et merci à mon équipe. Là, je la vois, j'ai été soutenue. Je vous ai tous reconnus. Oui, merci Marc et Fabienne et Désirée et Denise. Merci à tous. Un grand merci et rendez-vous lors d'une prochaine conférence Oui. donc, de l'Union européenne de yoga. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.